Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat pour la traditionnelle séance de questions cribles. On prend tout de suite la direction de l'hémicycle où les sénateurs interpellent aujourd'hui le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, sur le thème de l'Europe de la Défense. À tout à l'heure, 15h45. Climatique, terrorisme, cybercriminalité. Aujourd'hui, il est question de fixer un seuil minimum de 1,5% du PIB pour le budget de la défense française. Monsieur le ministre, c'est au niveau européen qu'il faut se donner de tels moyens en contribuant même à hauteur de 2% du PIB. 1% pour la défense nationale, 1% pour l'Europe de la défense. Cette Europe de la défense pourrait être l'occasion de proposer une nouvelle approche de la gestion des conflits, en prenant en compte la dimension environnementale des crises actuelles. La raréfaction des ressources, l'accroissement de la demande énergétique, les changements climatiques ont des conséquences sociales et économiques qui auront nécessairement un impact majeur dans les relations internationales. Le développement durable est aujourd'hui la donnée stratégique à intégrer dans notre réflexion sur la défense. L'ignorer serait une erreur majeure. Monsieur le ministre, voilà ce qui doit aussi réorienter notre réflexion. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion d'interpeller le gouvernement sur ce que j'appelle l'écologisation de la défense, et en particulier l'adaptation des missions de l'armée. Et je conclus, après la Smart Defense, la Soft Defense, la France doit être leader pour porter au sein de l'Europe la Green Defense. Le président Hollande a affirmé lors de son allocution devant le Parlement européen, il est temps d'en finir avec la dispersion des initiatives parce que l'Europe doit parler. Je finirai, je ne répliquerai pas à la question de Oui, Monsieur mais le vous ministre. avez déjà dépassé le temps de réplique. Je finirai sur ma question. En conséquence, Monsieur le ministre, quels sont les efforts concrets de notre gouvernement pour relancer l'Europe de la Défense et à quand une Green Defense? Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. La parole est à Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Oui, Monsieur le Président, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je partage, Madame la sénatrice, votre enthousiasme pour la construction de l'Europe de la défense. Mais avant de vous faire quelques observations à ce sujet, je voudrais m'inscrire en faux sur le fait que la France soit seule au Mali et que l'Europe n'y amène que des infirmières. Même si le mot peut faire sourire et un peu provocateur, la réalité n'est pas celle-là. Il y a aujourd'hui 22 pays européens qui participent à la mission de formation initiée par l'Union européenne, ce qui est un acte important. Ça a été mis en œuvre rapidement et cette mission de formation, de reconstitution de l'armée malienne commence à ses actions et ses initiatives dès la semaine prochaine. Et par ailleurs, nous avons eu le soutien de plusieurs pays européens dans la logistique, que ce soit la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, pour nous aider dans notre intervention. Donc la France n'est pas seule aujourd'hui au Mali. Il n'empêche que vous avez raison de souligner que l'Europe de la défense est encore en friche. Et la nouvelle et la décision de la part du président Van Rompuy d'organiser un Conseil européen sur la défense à la fin de l'année 2013 pour relancer de l'Europe de la défense est une bonne initiative à laquelle nous nous préparons activement. J'espère que pourra sortir de ce sommet des actions nouvelles et fortes pour renforcer l'Europe de la défense. Par contre, sur votre volonté d'avoir 1% du budget de la défense à initiative nationale et 1% du budget du produit intérieur brut affecté à l'Europe de la défense, même si cela part d'un point de vue très optimiste, je voudrais vous faire observer que l'Europe de la défense aujourd'hui, la participation de la France à l'Europe de la défense, que ce soit au titre de l'Union européenne, que ce soit au titre du pilier de la défense au sein de l'OTAN, passe par nos propres capacités. Donc ces 1% ne s'additionnent pas de cette manière, même si votre volonté est tout à fait louable. Merci. Donc avec votre permission, chers collègues, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Chevènement pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous connaissons, Monsieur le Ministre, votre attachement à la défense, pas seulement à l'outil militaire, mais à la condition des hommes. Vous avez su montrer votre proximité avec nos soldats en vous préoccupant directement des choses les plus matérielles. Je pense au retard des soldes ou à vos visites sur le terrain, notamment dans la drare des Ifogras. Nombreux sont ceux qui, sur ces bancs, connaissent les situations budgétaires très préoccupantes de la défense.
face à l'ampleur des coupes envisagées par le ministère du Budget. Vous avez le soutien du Sénat, Monsieur le Ministre, quasi unanime pour dire qu'il n'est pas possible de relâcher l'effort de défense en dessous de 1,5% du PIB, soit environ 31 milliards d'euros par an, sans compromettre définitivement l'indépendance et la qualité de notre outil de défense. Nos soldats, avec peu, font merveille au Mali. Je salue leur professionnalisme, leur courage, leur esprit de sacrifice. Ils ont évité que le Mali devienne un sanctuaire d'AQMI. L'intervention décidée par le président de la République, François Hollande, correspond à l'intérêt de la France, mais aussi à celui de l'Europe. Or, celle-ci n'apporte qu'un soutien modeste à l'armée française engagée sur le terrain. Il en va de même pour la mission EUTM, où la France supporte 40 à 50% des missions et des charges. Monsieur le ministre, vous avez souligné en octobre 2012 devant l'Assemblée nationale, je vous cite, les contraintes budgétaires représentent peut-être une chance pour l'Europe de la défense, car il faut éviter que l'Europe de la défense ne connaisse un déclassement stratégique. Nous serions prêts à vous suivre sur ce terrain, Monsieur le ministre, si un effort accru de coopération et de mutualisation était entrepris, sans préjudice, bien entendu, pour notre autonomie de décision. Or, quelles sont les coopérations industrielles et technologiques nouvelles qui sont venues s'ajouter, je dis bien s'ajouter, Monsieur le ministre, depuis l'automne dernier, à celles déjà engagées et qui ne couvrent déjà qu'un champ très limité? Je veux citer le programme MRTT, les avions de ravitaillement en vol et de transport, dont les premières commandes sont inscrites au budget 2013, l'avion de transport militaire A4300M, déjà commandé à 50 exemplaires, dont la première livraison devrait intervenir fin 2013, les drones, le Watchkeeper, à quel horizon, si vous pouviez nous répondre, les missiles PAMS pour les frégates antiaériennes, les missiles RR de longue portée Météor, déjà commandés à 200 exemplaires. Le projet franco-britannique de missiles antinavires légers, dont nous aimerions savoir s'il est maintenu et financé, le programme MUSIS, les radiologiciels militaires. Ma question est simple, Monsieur le Ministre. Voilà. À ces coopérations déjà engagées, quelles autres sont venues s'ajouter? Est-ce que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes seront sauvegardés, sanctuarisés, chez nous, chez les autres? Des démarches ont-elles été entreprises en ce sens? Il y a un moment où les mots doivent recouvrir une réalité, ou alors il faut dire que la perspective d'une défense européenne ne peut être qu'une perspective à très long terme, insusceptible de résoudre les problèmes dans l'immédiat. Et alors il faut compter sur nous-mêmes. Voilà, Monsieur le Ministre, les questions auxquelles nous aimerions entendre des réponses précises. Merci, chers collègues. Je ne pourrai pas vous donner le temps de réplique car vous l'avez utilisé dans la question. Monsieur le Ministre, si vous voulez bien répondre. Monsieur le sénateur Chevènement, je voudrais m'associer à vos propos concernant l'hommage que vous avez rendu aux soldats français qui aujourd'hui mènent une action exemplaire en termes de courage, mais aussi en termes de tactique et de savoir-faire militaire au Mali, jusqu'à encore cette nuit à Tombouctou. Je crois que le soutien de l'ensemble de la nation à cette intervention est aussi tout à fait important pour leur morale et leur dynamisme. Je voudrais aussi vous remercier les uns et les autres, par votre intermédiaire, Monsieur le Sénateur, sur le fait que les groupes politiques du Sénat sont très vigilants au moment où est en train de se préparer la conclusion du livre blanc et la préparation de la future loi de programmation militaire, et que vous attachiez très vivement au fait que la dépense militaire française doit rester autour de 1,5% du produit intérieur brut. C'est une position que j'apprécie avec plaisir. Quant à la question que vous avez posée sur la coopération à venir au niveau européen, vous avez fait une liste de coopérations en cours et c'est vrai que la mutualisation et la coopération capacitaire est tout à fait essentielle. Vous souhaitez savoir si d'autres initiatives ont été prises. Je dois pouvoir vous dire qu'il n'y a pas eu de conclusion concrète d'autres projets depuis le début de l'année, sauf à constater qu'il y a des avancées notables dans 2 ou 3 domaines, en particulier dans le domaine des drones et dans le domaine des chasseurs de mines, qui nous laissent à penser qu'on pourra avoir des conclusions assez rapidement sur ces 2 sujets.
Je voudrais vous dire aussi que je ne crois pas que ce soit un champ très limité. Vous avez fait une liste d'équipements qui, si on les ajoute les uns aux autres, correspondent à peu près à 30% des investissements hors dissuasion de la dépense d'investissement en France, qui est un signe important et qui montre qu'il y a une Europe de la capacité de défense et de l'industrie de défense qui est en route, même s'il est insuffisante à nos yeux. Dans la préparation budgétaire future et dans la loi de programmation militaire à venir, évidemment, nous ferons tout pour préserver les contractualisations que nous avons passées avec nos voisins européens pour notre propre sécurité et pour la leur. Merci. 10 secondes, Monsieur le Ministre, avec la permission de Laïla Hachi qui a accepté pour la première question. Merci, Monsieur le Président. Simplement, il y a un seuil en dessous duquel nous ne pouvons pas descendre, 1,5% du PIB. Je suggère, Monsieur le Ministre, que le surcroît de l'effort de défense opéré par la France par rapport à la moyenne européenne, soit 0,5% du PIB, vienne en soustraction du plafond de déficit autorisé depuis Maastricht, soit 3% du PIB. En dessous, il y a une rupture de l'équilibre entre la France et l'Allemagne. Le président Hollande doit certainement en être conscient. Nous avons un avantage comparatif dont nous ne pouvons pas nous défaire. Merci. La parole est à présent à Monsieur Philippe Paul pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Premier ministre a annoncé récemment que des coupes budgétaires fortes étaient indispensables afin de réduire notre déficit public conformément aux exigences de la Commission européenne, en le ramenant en dessous des 3% du PIB. Ces coupes seraient évaluées à près de 5 milliards d'euros. Visiblement, tous les ministères seraient concernés par ce plan d'économie et le budget de la défense ne serait pas épargné. On évoque ainsi de le ramener de 1,56 du PIB à 1,1. C'est sans précédent. Ceci provoque de nombreux remous au sein de nos armées, voire un désarroi aussi bien auprès de nos militaires que des personnels civils et de l'industrie de la défense. Ce serait tout simplement catastrophique. Dans l'hypothèse d'un tel scénario, comment ne pas s'interroger sur le maintien de la capacité opérationnelle de nos armées? Accomplir leur mission serait tout bonnement impossible. Et les fondements même de la défense nationale, voire de notre indépendance, remis en question. Ceci n'aurait plus de sens. Nous n'aurions plus d'armée. Par ailleurs, la France est intervenue au Mali sous couvert de l'ONU avec, me semble-t-il, le feu vert des 26 autres pays de l'Union européenne. Alors que Bruxelles demande instamment à la France de ramener son déficit public à moins de 3% du PIB, alors que la France est le seul pays européen à avoir engagé des troupes au sol, certes pour préserver notre pays d'actes terroristes, mais aussi l'Europe dans son ensemble. Monsieur le ministre, ne considérez-vous pas que la France doit exiger que cette dépense militaire figure hors contingent des déficits publics ou, à tout le moins, bénéficie d'un déficit particulier? Nos partenaires européens doivent comprendre qu'on ne peut pas avoir l'armée française et la gratuité de l'armée française. Notre armée a un coût, il faut en accepter les conséquences. Ainsi, dans le cadre des coupes budgétaires prévues, le ministère de la Défense pourrait ne pas être impacté et pourrait poursuivre efficacement sa mission en préservant ses matériels, ses personnels civils et militaires et bien évidemment son industrie de la défense. C'est aussi une question de crédibilité de nos armées, du rayonnement international et de la souveraineté de la France. Je vous remercie. Merci. Monsieur Jean-Yves Le Drian. Oui, monsieur le sénateur, vous avez raison de rappeler le moment où nous nous trouvons dans la préparation du livre blanc et de la future loi de programmation militaire qui sera soumise aux assemblées à l'automne. Il y a des moments d'arbitrage, de discussion qui ont toujours existé au moment de la rédaction et de l'aboutissement des lois de programmation militaire. Et donc, inévitablement, des propos sortent ici ou là dans la presse annonçant telle ou telle situation particulièrement difficile. J'ai connu ça sur les bancs de l'Assemblée nationale pendant de nombreuses années. Là, je le connais d'un autre point de vue de la discussion. Et il importe que nous puissions sortir d'une difficulté majeure qui consiste à la fois assurer notre souveraineté par la maîtrise de notre dette et de nos finances publiques, et à la fois notre souveraineté par l'existence d'une défense cohérente et efficace.
Et cela se traduit par des chiffres. C'est la difficulté à laquelle nous nous heurtons en ce moment et à laquelle il faudra donner un arbitrage final dans les semaines qui viennent. En tout cas, votre proposition qui reprend en partie celle du sénateur Chevènement il y a un instant, de faire en sorte que l'investissement de défense, précisément parce que c'est de l'investissement, ne soit pas intégré dans la comptabilité des déficits publics au niveau européen, a toute ma sympathie. Mais je ne suis pas en situation de pouvoir vous répondre, ni à l'un ni à l'autre. Mais il y a une cohérence dans le propos. J'espère que le fait qu'il y ait un Conseil européen de défense à la fin de cette année permettra de poser réellement la place de l'investissement de défense dans l'ensemble de la dette européenne et son efficacité en termes de sécurité, mais aussi de développement économique. Très bien, merci. Monsieur Philippe Paul, merci. Donc la parole est à présent à Monsieur Jean-Marie Bockel pour le groupe Union des démocrates et indépendants, UC. 90% de nos compatriotes adhèrent à l'idée d'une coopération européenne plus étroite en matière de défense. Et on sait que dans le contexte de crise économique, de réduction des budgets de dépenses que nous vivons un peu partout en Europe, le renforcement des capacités militaires de l'Union européenne semble très opportun. La création de l'agence de défense en 2004 pour harmoniser nos efforts de défense a constitué une avancée avec l'idée d'un partage, d'une mutualisation de ces efforts et avec des projets décisifs. Jean-Pierre Chevènement citait notamment les avions ravitailleurs dont on voit ces temps-ci l'utilité. C'est un exemple positif, il en faudrait d'autres. Simplement, cette agence européenne, elle rencontre des obstacles permanents et persistants, notamment son budget qui est modeste, cantonné à 30 millions d'euros et qui stagne depuis 3 ans. Le renforcement des capacités de l'Union est pourtant primordial, au moins à 2 titres. Tout d'abord, l'industrie de défense, ce n'est pas une industrie que les autres, en raison de sa dimension stratégique. En effet, sans une solide base industrielle et technologique de défense, l'Europe risque fort de voir s'éroder son indépendance stratégique et aussi sa capacité d'influence sur la scène internationale avec les valeurs propres que nous partageons. En outre, le potentiel de développement et de création d'emplois, et c'est important en temps de crise, est considérable dans ce secteur. Il suffit de faire le parallèle avec l'industrie aérospatiale, véritable succès européen, pour voir le potentiel que nous avons. Je pense également à de nombreuses opportunités dans le domaine de la cyberdéfense, hautement stratégique et en croissance exponentielle. Alors, il va y avoir le Conseil européen de défense en décembre prochain. Sur ces questions, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, et j'associe Yves Pozzo di Borgo qui suit ces questions de défense européenne à l'UDI, quelles sont les propositions mises sur la table pour améliorer la coopération européenne en matière capacitaire? Comment la France, nation cadre en matière de défense et qui entend le rester, je l'espère en tout cas, peut-elle soutenir des grands projets structurants, favoriser les rapprochements industriels? Enfin, qu'en est-il d'un renforcement espéré des moyens matériels et humains de cette agence européenne, dont d'ailleurs la présidente, la directrice, est une compatriote? Merci, Monsieur le Ministre. Très bien, merci. Monsieur le Ministre. Oui, monsieur le sénateur Bockel, je partage complètement votre soutien et votre appréciation à l'égard de l'Agence européenne de défense. C'est un outil important. Ce n'est pas une agence de programme, c'est l'OCCAR qui remplit ce rôle, mais c'est un outil de coopération capacitaire et qui essaye de faire converger l'expression des besoins opérationnels des États, et c'est un outil qui a fait la preuve de son efficacité quand on le saisit. Alors, il y a une difficulté que vous avez soulevée, qui est le fait que le budget de l'Agence européenne de défense reste très modeste, 30 millions d'euros par an, que vous avez rappelé, et ce budget n'est pas réévalué alors qu'il devrait l'être pour faire face à ses compétences et à ses missions. Et pas d'évaluer parce qu'il y a à chaque réunion du Conseil de l'Agence européenne de défense, il y a à chaque fois un blocage de la part de la représentation britannique, et il y a encore quelques semaines, je l'ai constaté moi-même. J'espère là aussi que le Conseil européen de décembre sera en mesure de donner à l'Agence européenne de défense un nouveau souffle. Pour ma part, je souhaite que ce Conseil européen de défense
en décembre prochain ne soit pas une seule apparition 5 ans après que le dernier Conseil européen se soit occupé de questions de défense, mais qu'il y ait l'engagement d'une échéance annuelle qui soit l'occasion d'aborder les questions de défense par les chefs d'État et de gouvernement européens. Et je souhaite qu'à l'occasion de ce prochain Conseil, il puisse y avoir une véritable avancée pratique et non pas théorique de l'Europe de la défense, à la fois dans le domaine opérationnel, en particulier dans la manière de gérer les crises. Deuxièmement, en matière de partage capacitaire, et là, l'Agence européenne de défense peut jouer un rôle essentiel. Et puis, troisièmement, en termes de définition de ce qu'est le socle de l'industrie de défense et des technologies de défense en Europe et de la manière de renforcer ces capacités et de renforcer les initiatives autour de ce socle industriel. Voilà sur quelle base nous travaillons aujourd'hui. Nous voulons que ce débat et que ces orientations soient pragmatiques et efficaces et que ce ne soit pas uniquement un coup d'épée dans l'eau à un moment donné de l'histoire de l'Europe. Très bien, merci. Monsieur Jean-Marie Bockel. Monsieur le Président, je crois, de belles potentialités en matière de rapprochement de nos industries de défense. Je citais l'exemple de la cyberdéfense en plein développement, où un certain nombre d'entreprises européennes gagneraient, notamment sur certains équipements sensibles, à travailler ensemble. Je pourrais citer de manière plus rustique peut-être, en matière de munitions, une entreprise comme Manhurin, que je connais bien puisqu'elle est à Mulhouse, et qui est déjà associée à des capitaux minoritaires slovaques, qui pourraient s'associer avec d'autres entreprises en Belgique ou ailleurs, et là aussi constituer un fleuron. Une dernière remarque, notre commission de la Défense et des Affaires étrangères et le président Carrère a récemment pris l'initiative, avec le soutien de la quasi-totalité des groupes, de vous soutenir, Monsieur le Ministre, dans votre bataille pour que notre budget, plusieurs collègues l'ont évoqué, ne tombe pas en dessous de 1,5 point du PIB. Je crois que c'est extrêmement important et je voulais profiter de cette réponse pour rappeler ma détermination et notre détermination à vous soutenir dans cette bataille avant arbitrage. Très bien. Eh bien, la parole est à présent à Monsieur Daniel Reiner pour le groupe socialiste et apparenté pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je voudrais d'abord, en préalable, profiter de l'occasion que nous sommes dans l'hémicycle pour au nom de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, vous remercier de votre disponibilité, vous, vos collaborateurs, pour nous rendre compte en permanence des opérations qui sont conduites actuellement au Mali. Ma question va être double. Récemment, le président de la République a participé à Varsovie à une préparation au Conseil européen. Il y est question d'améliorer naturellement, à l'occasion du Conseil européen de décembre, l'efficacité de cette politique de sécurité et de défense commune, de renforcer des capacités militaires et d'améliorer, si c'est possible, les performances de l'industrie européenne. Et c'est sur ce sujet que je voudrais vous interroger. Nous savons tous que nous ne pourrons plus, de manière unilatérale, conduire des programmes d'armement majeurs. En clair, nous ne referons plus l'avion de combat seul que nous avons fait avec le Rafale. Le risque, c'est que les Européens et les Français, naturellement, achètent à l'étranger s'ils ne s'associent pas. Et ceci se fera évidemment aux dépens de notre dépendance stratégique et de notre recherche et développement. Je note et on note malheureusement que depuis 2000 à peu près, il n'y a plus un seul programme majeur d'armement en coopération. C'est bien dommage et je vais vous poser une question et c'est en même temps une suggestion. Nous avons sur les drones, échec industriel patent européen et français, passé quelques accords entre agences d'armement, entre États d'ailleurs et entre entreprises industrielles, avec les Britanniques sur l'UCAV, avec les Allemands sur le drone MAL. Tout ça ne me paraît pas très clair. Et je suggère, ma question est la suivante, n'y a-t-il pas là un sujet essentiel pour lancer un grand programme européen sur les drones de demain? Et en incidente, actuellement l'Union européenne et les États-Unis discutent d'un accord de libre-échange. Êtes-vous sûr que les industries d'armement
ne soit pas concernée par le sujet. Si elle Merci, l'était, monsieur le ça pourrait sénateur. être Vous êtes arrivé au terme de votre question. Pardon de vous couper. Alors, continuez quelques secondes, si vous le souhaitez. Très bien, merci. Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur Reiner, je voudrais, pour m'assurer d'avoir le temps de répondre à ce point, commencer par vos interrogations sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, pour que les choses soient claires. Et pour que les choses soient encore plus claires, permettez-moi de lire ce que je vais vous dire. La Commission a annoncé la semaine dernière son intention d'engager la négociation d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Nous avons appris à ce moment-là que la Commission prévoyait d'inclure le secteur de la défense dans le périmètre des négociations commerciales, ce qui constituerait un précédent. Des échanges ont eu lieu dans la journée de mardi sur ce sujet, entre les échanges interministériels, entre différents internes à la France et entre différents gouvernements, et ils conduisent à ce stade à un consensus sur l'opportunité d'exclure le secteur de la défense du champ de cet accord. Mais mes services ont par ailleurs saisi les industriels concernés pour recueillir leur analyse sur une telle perspective. Et hier, les industriels concernés confirmaient l'opportunité d'une telle exclusion sur laquelle nous travaillons donc en ce moment. Je voudrais, c'était un point important qui nécessitait cette précision, je voudrais revenir sur un sujet qui a déjà été évoqué par plusieurs auparavant concernant les programmes industriels européens. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouveau grand programme de coopération à plusieurs États qui a été engagé depuis quelque temps. Et c'est vrai aussi que certains sujets devraient pouvoir permettre demain une coopération industrielle nouvelle. Vous avez évoqué la génération future aéronautique, pour aller vite, en parlant de l'UCAV, qui était faite avec les Britanniques et non pas avec les Allemands, juste un point d'observation. C'est un sujet sur lequel nous travaillons, parce que nous avons passé un accord de recherche amont avec les Britanniques sur cette question. Et vous avez évoqué aussi les drones. Alors vous savez que sur les drones, il y a un manque capacitaire, en particulier sur les drones mâles, sur les drones de moyenne altitude, un manque capacitaire réel pour notre pays, mais aussi pour un certain nombre de pays voisins, je pense en particulier à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne, voire même à l'Italie. Nous avons deux étapes à franchir. La première qui est celle d'acquérir des drones assez rapidement. Désolé de vous interrompre sur une question aussi importante, mais voilà, si vous pouviez... C'est une bonne idée. Si vous pouviez le reprendre peut-être dans une autre question. C'est une bonne idée, à la fois, mais on est dans le drone, non pas intérimaire, mais dans le drone pérenne, et il y a là un sujet de discussion potentiel. Parfait, très bien, je vous remercie. Je peux donc passer la parole à Madame Michèle de Messine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Une fusion entre EADS et BAE System aurait pu être un exemple concret de constitution d'un groupe européen de défense qui relance l'Europe de la défense, dont le président de la République a fait l'une de ses priorités. En effet, la France et le Royaume-Uni, qui représentent la moitié de l'effort militaire européen et les 2/3 des budgets de recherche, avaient estimé, pour optimiser les dépenses, qu'il fallait rationaliser et coordonner leurs efforts. Cette fusion n'a pas pu aboutir, car hélas, il ne s'agissait pas véritablement de mutualisation ni de coopération. En réalité, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France se sont opposés sur des intérêts stratégiques, industriels et financiers divergents. Ainsi, une sortie partielle des groupes Lagardère et Dallaire du capital d'EADS a entraîné une renégociation du pacte des actionnaires publics qui s'est faite, malheureusement, au détriment de notre pays et qui a renforcé, surtout, le poids des actionnaires privés dans le capital du groupe. Et je dirais à la grande satisfaction du PDG de ADS, Tom Enders, qui ne manque pas à toute occasion de déclarer, et on l'a entendu plusieurs fois, qu'il n'était pas favorable à l'actionnariat d'État.
La décision d'entériner cette modification de la structure du capital et la nouvelle gouvernance qui en découle devrait être prise le 27 mars lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires du groupe. Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le Ministre, si les représentants de l'État vont approuver sans réagir ces modifications qui me semblent contraires à la protection de nos intérêts en matière de défense nationale. Merci, c'était parfait au niveau du temps. La parole est à Monsieur le ministre. Jean-Yves Le Drian. Bien, Madame la sénatrice, vous avez rappelé la manière dont les relations entre le groupe ADS et BAE avaient abouti à un échec. Nous avions travaillé en profondeur sur cette question. Nous avions même, de notre côté, bien progressé sur la structuration actionnariale, les garanties industrielles et les garanties en matière d'emploi, ainsi que sur nos propres intérêts en matière de défense. Je pense en particulier à la dissuasion. Nous avions eu, moi-même, j'avais entendu des relations très étroites avec le ministre allemand et le ministre britannique de la Défense, mais il y avait eu d'autres relations à un plus haut niveau et nous avions, nous semble-t-il, en tout cas de notre côté, réussi à faire converger des positions, mais les entreprises ont jugé que ce n'était pas possible de faire converger à la fois les positions des États et les principaux actionnaires. Et donc il y a eu un échec. Et à la suite de cet échec, les partis se sont mobilisés pour résoudre les principaux problèmes de gouvernance de ADS en un temps record. Et c'est dans ce cadre qu'ont été conclus en décembre les accords de restructuration de l'actionnariat EADS. Ces accords permettent la sortie des actionnaires historiques, Daimler et Lagardère, sans déstabiliser le groupe, la constitution d'un noyau d'actionnaires soudés autour de la France, l'Allemagne et de l'Espagne, la protection du groupe des prises de contrôle hostiles, la normalisation de la gouvernance du groupe et le renforcement de la protection de nos propres actifs, et en particulier les actifs de souveraineté liés à la dissuasion, qui seront protégés dans une filiale sur laquelle nous disposons de droits renforcés. Et en fonction de ces avancées, nous considérons que les principes de restructuration actés par les actionnaires pourront être validés à l'Assemblée générale du 27 mars prochain, à laquelle vous faisiez référence. Je considère que EADS va bien, même sans la fusion avec BAE, et je me félicite que nous puissions franchir le cap délicat de la restructuration en préservant les intérêts de la France. Madame de Messine, vous souhaitez réagir? Non, je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur François-Noël Buffet pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'Europe de la défense est impossible à construire si nous n'avons pas une défense nationale crédible. Mercredi dernier, dans cet hémicycle, le groupe UMP du Sénat s'est associé sans réserve à l'initiative nécessaire, et réussie d'ailleurs, du président Carrère afin de tirer la sonnette d'alarme et d'interpeller le président de la République sur les terribles dangers que représenteraient les coupes budgétaires pour nos armées et pour notre pays. À la veille d'un Conseil national de défense qui assombrit profondément l'avenir de nos armées et menace notre outil de défense, comment plaider auprès des États de l'Union européenne pour qu'ils investissent dans celle-ci si nous-mêmes, nous utilisons notre défense comme variable d'ajustement budgétaire? Et pourquoi, au final, réaliser des économies de quelques millions, certes, motivées peut-être par un caractère immédiat des choses? La défense est et demeure l'un des derniers leviers de notre croissance. Il faut rappeler que ce secteur nous apporte des milliards à l'export. Il représente près de 400 000 emplois hautement qualifiés et peu délocalisables. Il est porté par un tissu industriel de très nombreuses PME, dont un de vos collègues du gouvernement nous rabâche qu'il veut doubler leur nombre. Comment parler d'Europe de la défense alors que nous sommes en train d'hypothéquer peut-être notre indépendance stratégique? Comment parler d'Europe de la défense alors que nous sommes à l'ultime limite du décrochage capacitaire qui entraînerait la perte de notre souveraineté? Enfin, Monsieur le Ministre, si le Président de la République a pu engager les troupes françaises au Mali et dire même jusqu'à dire même le 2 février dernier que c'était le plus beau jour de sa vie politique en étant à Tombouctou, c'est parce qu'il disposait d'une capacité de projection et d'un outil de défense qui le lui permettait.
Ce sont les moyens budgétaires alloués aujourd'hui qui gageront notre présence dans le monde de demain. La réalité, Monsieur le Ministre, c'est que certaines nations sont des moteurs pour l'Europe de défense, et c'est le cas de la France. L'heure n'est pas à la complainte, mais à l'action et à la responsabilité. Il vous revient, à vous, et nous savons que vous en êtes convaincus, de ne pas céder aux pressions hypothécaires de Bercy, qui annihileraient les 50 ans d'efforts de construction européenne et militaire que notre pays a consentis et doit continuer de faire. Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir, au nom de mon groupe, cet après-midi, de quels arguments et de quels moyens vous allez pouvoir utiliser pour convaincre le Président de la République de ne pas soumettre le budget de notre défense à un rabot qui serait sans doute, quelque part, extrêmement dangereux. Merci, Monsieur Jean-Yves Le Drian. Monsieur le sénateur, de quoi je dispose? De ma conviction et de la vôtre. J'ai déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure, que je remerciais le Sénat de ses prises de position concernant le maintien d'un effort significatif de défense pour notre sécurité. Je ne vais pas, vous comprenez bien, à ce moment anticiper sur les conclusions d'un processus qui est loin d'être achevé et qui nécessitera des arbitrages difficiles. Je vous ai simplement rappelé, j'ai rappelé tout à l'heure au sénateur Paul combien l'équation était délicate entre la nécessité d'assurer la souveraineté de notre pays par la maîtrise de sa dette, parce que c'est aussi un élément de souveraineté. Quand un pays est à la merci de ses créanciers, il n'a plus de souveraineté. Mais en même temps, il est indispensable de garder une capacité sécuritaire significative, et donc la souveraineté passe aussi par un effort de défense significatif. C'est le sujet qui est sur la table. À chaque fois qu'il y a eu un livre blanc et ou une loi de programmation militaire, des questions de ce type sont revenues. Elles sont encore plus difficiles maintenant qu'hier, pour deux raisons, Monsieur le Sénateur. La première, et n'y voyez pas du tout de polémique, c'est que la loi de programmation antérieure n'a pas été respectée pour une raison très simple, et je ne polémique pas non plus sur ce sujet, c'est qu'elle avait été établie avant la crise. Et donc la projection qui avait été initiée dans la loi de programmation 2009-2014 est une projection qui n'a tenu que 2 ans. Quand je suis arrivé dans mes postes de responsabilité, il manquait déjà, selon la Cour des comptes, mais j'ai constaté qu'elle avait raison, 4 milliards par rapport à la trajectoire. Et puis ensuite, il y a les difficultés du moment et la nécessité d'atteindre les 3% de déficit budgétaire à la fin de l'année 2014. Voilà les contraintes. Moi, je souhaite être suffisamment persuasif pour que nous puissions maintenir un effort de défense nous permettant d'avoir des forces armées cohérentes et efficaces. Si vous le souhaitez, vous avez 30 secondes, mon cher collègue. Oui, Monsieur le Président, 30 secondes, simplement pour dire à Monsieur le Ministre qu'on entend ce qu'il vient de dire et qu'il trouvera du côté de ses bancs un soutien infaillible dans la défense de son budget afin de donner à nos armées les moyens nécessaires. Permettant simplement de rappeler que Monsieur Cameron a annoncé que les ministères chez lui verraient une diminution des budgets de 1%, mais que la défense bénéficierait, elle, d'un report de crédits non utilisés. Gageons que cet exemple-là puisse nous servir dans les semaines qui viennent. Merci, monsieur. Très bien, merci. La parole à André Valigny pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors que le monde réarme, l'Europe semble s'apprêter à désarmer. Confrontée à la crise économique et donc à celle de leurs finances publiques, la plupart des pays européens réduisent leur budget de la défense. Et si elle continue dans cette voie, l'Europe risque un véritable déclassement stratégique. Pour reprendre l'expression d'Hubert Védrine, elle risque de sortir de l'histoire. En raison de la réorientation stratégique des USA vers l'Asie-Pacifique, l'Europe ne peut plus tout attendre des États-Unis en matière de défense, d'autant que, et contrairement à ce que pensent trop souvent les opinions publiques, les menaces et les dangers n'ont pas disparu, bien au contraire. Le moment semble donc venu de relancer l'Europe de la défense. Et au risque de sembler paradoxal, je pense que c'est au moment où la construction européenne traverse la crise de confiance la plus grave de son histoire qu'il faut relancer la défense européenne. En effet, si l'on cumule l'ensemble des moyens militaires des 27 pays membres, l'Europe dispose d'1 500 000 soldats et de 175 milliards d'euros de budget. On imagine facilement les économies que nous pourrions tous réaliser en mutualisant ces forces. Or, aucun pays mieux que la France peut le faire, peut s'engager dans cette démarche, a fortiori depuis que la France a réintégré le commandement militaire de l'OTAN. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, cela a été dit
plusieurs fois avant moi, le Conseil européen de décembre prochain est une occasion unique de relancer l'Europe de la défense. Je souhaiterais donc savoir, dans cette perspective, quelle est votre priorité ou quelles sont vos priorités? Priorité institutionnelle, priorité industrielle ou priorité opérationnelle? Je vous remercie. Merci, Monsieur Jean-Yves Le Drian. Je vais venir, Monsieur le sénateur, directement à la fin de votre propos. Je pense qu'il serait peu efficace d'aborder les mutations indispensables et la relance de l'Europe de la défense par la question institutionnelle, parce que cela a déjà échoué. Et que si nous abordions, en particulier si la France abordait le débat qui s'ouvre maintenant, tant mieux, à partir du moment où il y a ce Conseil européen à la fin de l'année, par cette question, nous risquerions d'être en difficulté. Je vous rappelle les déboires de l'OHQ antérieurement, de la mise en œuvre d'un quartier général européen qui avait été bloqué et qui a provoqué un certain enlisement. Nous voulons aborder cette question de manière pragmatique, en déclinant, je le crois l'avoir dit déjà tout à l'heure, à la fois sur le côté gestion des crises ou opérationnel, à la fois dans le domaine capacitaire et dans le domaine de l'industrie, toute une série d'initiatives concrètes et réalisables. Sinon, on désespérera tout concept d'Europe de la défense. C'est ce qu'a souhaité le président de la République, c'est ce que j'ai repris à plusieurs reprises, et je sens apparaître quelques frémissements qui pourraient aller en ce sens. Alors sur les crises et sur les opérations, il y a déjà eu des progrès. Contrairement à ce que certains ont dit, je considère que l'opération du Mali, au niveau de l'Europe de la défense, est un progrès parce qu'il y a une initiative européenne qui aboutit à ce qu'il y ait 500 militaires européens sur le sol malien dès à présent pour former une nouvelle armée malienne. Et donc il y a donc des militaires européens au sol. C'est pas parfait, mais c'est une initiative nouvelle et je pense que demain il y aura des interrogations et des actions à mener, peut-être pas sous la même forme, en Libye et aussi dans la région des Balkans pour reprendre une initiative dans le Nord Kosovo. Dans le même état d'esprit, le pragmatisme concernera aussi les capacités. Il a été dit tout à l'heure que dans le secteur du ravitaillement en vol, il y avait eu des progrès. D'autres secteurs importants peuvent faire l'objet de coopération très concrète et mise en œuvre rapidement. Et sur l'industrie, je sais que la Commission prépare une communication sur la coopération industrielle en matière de défense pour le mois de mai et qui servira de base à la préparation du Conseil européen. Tout ça est une bonne chose. Je rajoute un dernier point, très brièvement, que le concept de coopération structurée permanente, qui avait un peu disparu des radars, si je peux prendre une expression militaire, est en train de revenir progressivement et il est inscrit dans le traité de Lisbonne et il pourrait peut-être réapparaître au cours des mois prochains et pour aboutir à peut-être des initiatives au moment du Conseil européen de fin d'année. Merci. Merci, mon cher collègue. Merci d'avoir cédé votre temps à Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur René Beaumont pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans que la France et la Grande-Bretagne ont signé un partenariat de défense historique. Ce 31e sommet franco-britannique a permis de raviver l'esprit du sommet de Saint-Malo en 1998 et les accords de Lancaster House furent une formidable occasion d'impulser une vraie dynamique en matière de coopération militaire qui rime avec mutualisation. En période de crise et face au manque d'attraction pour la défense de la part des autres pays membres de l'Union économique, l'Union européenne, ce type de coopération bilatérale constitue un exemple et même plus un moteur pour l'avenir de la défense européenne. Bien sûr, sur le terrain, en termes d'opérations extérieures, l'Europe de la défense se fait de plus en plus attendre et les exemples libyens et maliens se passent de commentaires pour démontrer l'inertie européenne. Mais verser dans l'euroscepticisme aujourd'hui en matière de défense est d'une telle facilité politique et intellectuelle que nous devons nous y refuser. La France et la Grande-Bretagne sont les 2 contributeurs de loin les plus importants de l'OTAN, après les États-Unis.
et assureront d'ici à moins de 10 ans près de 65% des dépenses de défense de l'Union européenne. Ces deux nations atomiques, qui partagent la même vision en termes de dissuasion nucléaire, sont encore les rares défenses nationales au sein de l'Union européenne qui demeurent mondialement crédibles. Aussi, Monsieur le Ministre, nous espérons que le Conseil de défense de vendredi ne balayera pas ni mes modestes propos, ni encore moins le travail réalisé par nos deux pays depuis la signature des accords de Lancaster House. Ces engagements sont des références en matière de coopération structurelle renforcée. Les objectifs des deux traités qui en découlent, grâce à la mutualisation, nous permettent déjà de dégager des économies annuelles à hauteur de 150 millions par an. Mieux, cette coopération militaire s'accompagne d'une coopération parlementaire. Grâce à l'engagement du président Jocelyn de Rohan, une véritable collaboration entre notre commission et nos homologues allemands s'est instaurée. Initiative que, bien sûr, le président Jean-Louis Carrère poursuit désormais très activement. Chers collègues, il faut poser la question. Je termine tout de suite. Et qui fait l'unanimité de notre commission. En ces temps difficiles, ces consensus devraient inspirer le gouvernement à poursuivre le dialogue franco-britannique, seul capable aujourd'hui de créer la véritable ébauche d'une Europe de défense. Mon souci, vous l'avez compris, Monsieur le Ministre, est de connaître l'avenir que vous réservez au fameux traité de Lancaster House. Monsieur le Ministre. Monsieur le sénateur, merci de cette question. Ça me permet de rejoindre le point de vue que vous développez et de vous dire que la coopération franco-britannique structurée dans le cadre des accords de Lancaster House se poursuit de manière positive. Ça me permet indirectement de répondre à Monsieur Buffet. Je ne sais pas s'il est parti, mais vous lui direz qu'il faisait l'éloge de Monsieur Cameron, que Monsieur Cameron l'année dernière avait fait baisser le budget de la défense britannique de 8%. Et je suggère cela pour sa méditation du week-end. Donc c'est relativement facile aujourd'hui de rétablir la situation. Je voudrais vous dire aussi que le traité de Lancaster House présente un avantage, une singularité nouvelle puisqu'il comporte un volet nucléaire. C'est une avancée significative de la coopération avec le Royaume-Uni. Mais au-delà de cela, nous progressons de manière intelligente et loyale sur l'ensemble du dispositif qui a été signé. Par exemple, la force expéditionnaire commune interarmée, la CJEF, est en cours de constitution et elle atteindra son côté opérationnel plein en 2016. Nous avons initié en matière opérationnelle des exercices communs, dont un exercice très important en présence des deux ministres de la Défense en octobre dernier. Et nous mettons en place des interopérabilités de systèmes d'information et de communication et le partage du renseignement. Au-delà de cela, nous avons aussi initié une coopération sous ma responsabilité en matière de drones, à la fois les drones de théâtre, Watchkeeper, mais aussi les drones de génération future, UCAV en particulier. C'est des signes de coopération très, très actifs. Je ne parle pas du drone mâle dont j'ai parlé tout à l'heure, je parle des autres extrêmes, en petit et en très grand, de ces technologies du futur. Et nous avons aussi une collaboration très étroite en matière de guerre des mines et nous avons transféré à l'OCAR cette responsabilité sous le patronage d'une équipe franco-britannique dont les relations sont bonnes. Elles ne sont pas exclusives. Et nous disons aux Britanniques que nous avons une relation bonne avec eux, mais que ça ne nous empêche pas d'avoir des relations avec le groupe de Weimar ou avec le groupe de Visegrad, puisqu'il y a eu une réunion commune des ministres de la Défense de ces ensembles régionaux il y a peu de temps. Il faut que ce soit dans la transparence et qu'on dise à chacun ce que l'on fait avec l'autre pour éviter les incompréhensions, voire les grincements qui ont pu se produire dans le passé. Vous avez raison de dire que c'est parce que nous aurons une coopération capacitaire que nous pourrons aboutir à une gestion plus économe de l'argent public rare en cette période, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France. Merci, en vous remerciant, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, nous en avons fini avec la séance des questions cribles. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 16 h
pour la suite du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. La séance est suspendue. Voilà pour cette séance de questions cribles consacrée à l'Europe de la Défense. Jean-Yves Le Drian, devant les sénateurs, le ministre de la Défense, a rappelé que la France n'était pas seule au Mali, mais il a concédé que cette Europe de la Défense restait en friche. Le ministre de la Défense qui a par ailleurs été interpellé sur le budget des armées. Beaucoup de sénateurs ont plaidé pour que le budget de la Défense ne tombe pas en deçà du seuil des 1,5% du PIB. Réponse du ministre, il faut attendre les arbitrages qui seront rendus à l'automne à l'occasion de l'examen de la loi de programmation militaire. Prochain rendez-vous avec l'actualité parlementaire, c'est ce soir à 19h avec le journal présenté par Michel Grossior. Bonne fin de journée à tous.